Vous écoutez le balado des bibliothèques de Laval. Dans le cadre des Contes de l'île Jésus, Daniel Godin vous invite à découvrir l'histoire de la femme du patriote. La femme du patriote. Rose-Aimée de Sainte-Rose, la maîtresse d'école, celle qui parle le mieux, qui maîtrise le mieux la langue française dans tout le village. Oh non, c'est vrai. Sauf le curé de la paroisse, François Magloire Turcotte. Lui, il perle très bien. Oh mon Dieu, et il faut entendre ses sermons le dimanche matin en latin. Ouh, lui là, il est un brin au-dessus de tout le monde dans l'échelle de l'instruction. Mais ça n'a pas empêché qu'on l'accuse d'être un espion durant la rébellion de 1837. Oui, monsieur, un espion, un agent double qui passe du camp des patriotes au camp des loyalistes, les loyaux au régime britannique. Mais à la solde de qui? On ne le sait pas. Puis on ne le saura jamais. C'était-tu vraiment un espion? Peut-être que c'était un homme d'église qui ne voulait pas de chicane dans la maison du bon Dieu. Hein? Ça se peut, ça. Ou peut-être c'était un vrai choyen. Hein? Les sympathisants du clan constitutionnel britannique. On ne le sait pas, puis on ne le saura jamais. Son père, lui, il aurait bien voulu qu'elle marie un médecin, mais elle n'en a pas croisé sur son chemin. Alors, elle s'est contentée de marier un patriote. Elle est partie de fille de choyen à femme de patriote, au grand désarroi de son père qui n'y parle plus depuis ce temps-là. Fait qu'elle est partie de fille de choyen à femme du patriote. Puis tout un patriote, hein? Oh! Un bel orateur, un libre penseur, un grand parleur. Mais un petit, pas faiseur, un petit buveur. Un fils de la liberté, toujours un petit peu en état d'ébriété. Puis c'est bien ça son grand malheur, parce qu'il n'arrive pas à écrire des discours enflammés comme il voudrait. Oh, les idées, il les a dans le ciboulot, mais les mots, non. Sont noyés dans la bagosse, l'eau de vie à base de blé fermenté qui concocte la nuit en conspirant puis en préparant la rébellion de 1837. La première fois qu'il a vu Rose-Aimée, elle était perchée dans un pommier, en train de cueillir des corklins pour sa croustade aux pommes. Il l'a trouvée tellement belle en haut de son échelle. Fait quand elle a failli tomber, il a tassé l'échelle puis il l'a attrapée avant qu'elle tombe littéralement dans les pommes. Puis là, il l'a invitée à faire un tour de canot. C'est là qu'elle a chaviré. Le patriote qui me menait, canot d'écorce qui vole, il tomba amoureux de moi. Canot d'écorce qui volera, de la bagosse il buvait. Canot d'écorce qui vole, mais Rose-Aimée le surveillait. Canot d'écorce qui volera. La belle brise qui soufflait, canot d'écorce qui vole, à mes oreilles chuchotait. Canot d'écorce qui volera, chuchotait cet homme me plaît. Canot d'écorce qui vole, ma foi c'est lui que j'épouserai. Canot d'écorce qui volera. Ils sont tombés amoureux. Mais au début de leur mariage, ça n'a pas été facile, hein? Parce qu'on se méfie de Rose-Aimée. Ah oui, c'est une fille de choyen, hein? Puis au village, on les aime pas bien, les choyens. On les appelle les parvenus pas de parole, les transfuges guignols. Faut s'en méfier comme de la petite vérole. Fait que même si c'est une bonne maîtresse d'école, on se méfie de Rose-Aimée. Mais son mari, lui, il sait que c'est pas une chienne de choyenne. Oh non, hey! Elle est aussi engagée que lui, même plus que son mari. Elle croit en la démocratie. Elle dit «
Tous les citoyens ont le devoir de respecter et de défendre ces valeurs. Tous les citoyens ont le devoir de participer à la vie politique. Si on veut l'avoir, la vraie liberté, hein? Ben, c'est ça qu'elle dit. Hey, son mari, là, il l'admire secrètement. Il trouve qu'elle parle bien, qu'elle est éloquente. Puis en plus, elle est belle. Fait que le soir, oh oui, ils s'assoient au coin du feu, les deux, puis là, ils se mettent à jaser. Puis là, ils jasent. Puis à un moment donné, le mari, il se met à discourir, puis la bagosse aidant, oh là, je te dis qu'il se met à invectiver un auditoire imaginaire. Puis là, il gueule, puis il s'empêtre dans ses mots, il a le mâche-patate embourbé. Fait que là, il devient gueuleur, querelleur, hein, une espèce d'emmerdeur. Après ça, il pleure. Fait que là, la femme du patriote, elle couche en espérant des lendemains plus sereins. Puis le soir du 5 novembre 1837, lors d'une assemblée secrète à l'auberge d'Augustin Tassé, ça c'est un sympathisant patriote, mais qui va renier ses allégeances une couple de semaines plus tard par peur d'être emprisonné. Ouais. Ben, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais le patriote, lui, il a livré un discours, le plus beau discours qui soit, où les mots coulent comme de la musique. Ah, tout le monde est sidéré. Il est acclamé. Sa Rosemée a les yeux qui brillent de fierté. Puis ce soir-là, elle lui fait l'amour avec ardeur, fureur. Ah, je suis sûre qu'ils ont fait un bébé ce soir-là. Mais c'est comme si c'était leur dernière heure. Parce que la femme du patriote, dans son cœur, elle ressent la peur. Parce que ce qui était un simple mouvement de libres penseurs, animé d'une ferveur patriotique, se travestit en un incubateur de révolutionnaires, propulsé par le régime de terreur des dirigeants du Bas-Canada. Les patriotes sont recherchés. On veut les enfermer, les emprisonner. Alors là, on apprend que Colborne va diriger son armée vers Saint-Eustache. Puis ils vont arrêter à Sainte-Rose, sur l'île Jésus. Les patriotes s'activent, se radicalisent. Puis là, menés par le général Giraud, un général suisse de l'armée du Nord, comme il l'appelle, ils vont aller, le 6 décembre, fragiliser le pont Porté-Housse qui mène à Saint-Eustache à coups de hache, en se disant « hey, les soldats loyalistes vont tomber comme des pommes piquées en bas du pont affaibli. » Mais c'était sans compter nos hivers froids. Alors le 14 décembre, la rivière des Mille-Îles est bien gelée, bien prise. Alors tous les soldats traversent à pied. 1500 soldats vont traverser à la hauteur de Sainte-Rose et des alentours. Là, Giraud va demander aux volontaires d'aller aider les patriotes sur la glace. Il va y avoir 70 morts, puis 120 vont être emprisonnés. Le patriote, lui, il s'est sauvé, comme un malfaiteur picoleur. Sa femme, Rosemée, l'a cherché de la cave au grenier, il l'a pas trouvé. À un moment donné, elle a pris les habits de son mari, elle s'est habillée en patriote. Tuque, capot, ceinture fléchée, pétalée sur la rivière des Mille-Îles gelée, chercher son mari, pensant qu'il était parti se battre pour ses idées. Sur la rivière, le curé, François Magloire Turcotte, donnait les derniers sacrements aux blessés. Quand il l'a vu, il l'a reconnu tout de suite. La femme du patriote. Son corps ensanglanté, son cœur troué d'une balle, saignant jusqu'à sa ceinture fléchée, puis plus bas, entre ses jambes, où son enfant venait d'être avorté. Elle tenait dans ses mains un bout de papier, d'un discours, d'un prochain discours. Les colères pourraient se taire comme le silence de la neige si le désir de compréhension nous habitait tous, peu importe les adversités.
Les mots sont des armes redoutables si on sait les écouter. De grâce, parlons-nous. Et pour nos enfants à venir, ne répondons pas par la bouche de nos canons. Et c'est signé, comme tous les autres discours du patriote, Rose aimée de Sainte-Rose, la fille du Choyen détesté, la femme du patriote tant aimé. Ce balado est réalisé par les bibliothèques de Laval. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.